Salut Tandy, Salut. Hello, hello, merci pour l'accueil. merci d'être Merci là d'être venu. avec nous. Tandy, tu es là pour parler d'entrepreneuriat et de sustainability. Tu es le fondateur de Robin des Fermes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Robin des Fermes? Ouais, absolument. Robin des Fermes, c'est une plateforme en fait qui va aider les producteurs et les artisans à vendre leurs produits plus facilement et surtout à en vendre plus. Qu'on est vraiment parti du besoin et de l'activité du producteur qui utilise les circuits courts, donc la vente directe, et on essaye à chaque étape de lui faire gagner du temps, de la visibilité et finalement de lui amener des ventes supplémentaires, quoi. Donc ça veut dire que quoi, en tant qu'utilisateur, je vais sur Robin des Fermes et je peux acheter directement auprès de producteurs locaux? Absolument, en tant que client, c'est exactement ça. Tu arrives sur la plateforme, tu rentres ton numéro postal, la plateforme va t'indiquer partout autour de toi où il y a des producteurs et des artisans, et tu peux leur acheter en direct les produits et décider soit de te les faire livrer à la maison, ou soit d'aller à la ferme directement chercher tes produits et aussi discuter avec le producteur. C'est quoi la genèse du projet? Ce projet, il est né comment? Bah déjà le nom Robin des Fermes, ça fait quand même pas mal penser à Robin des Bois, et c'est pas anodin. L'idée, elle est vraiment là aujourd'hui. Il y a des intermédiaires, on va dire les géants Orange pour pas citer de nom, qui pratiquent quand même des marges relativement importantes, pour pas dire indécentes. Et puis l'idée, elle vient d'ici en fait. Est-ce qu'on arrive à donner suffisamment d'outils, que ce soit digitaux ou autres, aux producteurs et aux artisans, pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur prix de vente, leur logistique, leur visibilité, leur présence en ligne, et ensuite casser tous ces intermédiaires et redonner simplement le pouvoir aux producteurs et aux artisans. On peut, on a un peu ce cliché du petit producteur ou de l'agriculteur qui est pas forcément très familier des outils informatiques. C'est quoi la situation actuellement à ce niveau-là? Euh, c'est pas tout faux, pour Ouais. être honnête quand même. Il y a peut-être des fois un manque d'intérêt par rapport au digital. Et nous, notre mission de terrain, c'est vraiment d'essayer de tourner ça comme une arme, d'apporter un nouvel outil en fait aux producteurs, aux artisans, de dire ratez pas cette coche de la digitalisation parce qu'elle va vous permettre de gagner en indépendance. Donc il y a un petit peu certains producteurs qui ont parfois un petit peu du retard là-dessus, et d'autres parfois aussi un peu plus jeunes qu'on capté, qui sont là, qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Et travailler avec eux, c'est juste génial. Et on s'inspire aussi pas mal d'eux pour donner des bons exemples à certains producteurs qui sont peut-être un petit peu moins avancés à ce niveau-là, Hmm. quoi. Donc il y a un travail parfois d'accompagnement à effectuer pour certains, avec certains prestataires, enfin on va dire certains agriculteurs ou artisans pour qu'ils se Ouais, familiarisent un peu avec et ces c'est outils. ce qui est cool aussi dans notre projet, c'est que c'est une plateforme digitale, surtout pour le client finalement qui va pouvoir commander tous ses produits en ligne. Mais nous, le travail de terrain, il est énorme parce on doit aller expliquer aux producteurs ce qu'on veut faire, où on veut l'amener au niveau du digital. Et ça, c'est pas juste en envoyant des mails et puis des tutos sur YouTube pour leur expliquer comment faire. C'est en allant les trouver, les convaincre déjà de se digitaliser et surtout de les accompagner. C'est pour ça Hmm. qu'on a créé aussi une organisation et des structures avec des partenaires qui permettent d'accompagner vraiment le producteur sur la digitalisation de son activité. Hmm. Mais il y a eu, c'était assez en vogue le direct to consumer dans les dernières années. Il y a pas mal de boîtes en fait qui se sont lancées avec le message de bah, on va éliminer les intermédiaires, ça va être beaucoup plus simple. Puis en fait qui se sont rendus compte il y avait d'autres problèmes et au final ils n'étaient pas nécessairement plus compétitifs que leurs concurrents. Est-ce qu'il n'y a pas une raison pour les marges de Coop et de Migros? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que tout d'un coup vous découvriez qu'en fait vous pouvez pas vraiment, vous devriez aussi pratiquer des marges similaires? Alors, Coop et Migros, c'est un système, effectivement, où ils ont besoin, et toute activité qui génère de la valeur a besoin de prendre une commission ou avoir un business model rentable sur tout ça. Nous, ce qu'on veut amener, c'est de la transparence. Donc, alors aujourd'hui, on a des marges qui sont extrêmement faibles, on va dire, en termes de commission. On a aussi un modèle d'affaires basé sur un abonnement pour un outil de gestion
qui est donné au producteur. Mm. Et nous, notre vision où on se différencie, on va dire, d'autres acteurs, c'est notre orientation 100% producteur. Nous, on est vraiment, on s'est mis à côté de lui, on lui a dit, bah, raconte-nous qu'est-ce que tu fais de tes journées, comment tu vois l'avenir dans 5-10 ans au niveau des circuits courts, est-ce que ça t'intéresse de faire des circuits courts, c'est quoi les activités dans tout ça. Et aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui ont pris ce point de vue-là parce que c'est quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à discuter avec les gens. Et eux ont pris le parti pris, ce que je peux aussi comprendre, du consommateur final, de dire quelle meilleure prestation on peut lui amener en termes de qualité, en termes de prix, souvent en termes de prix, en termes de prestations, toutes ces choses-là. Et du coup, quand on veut absolument satisfaire le consommateur final, c'est au détriment d'autres acteurs dans la chaîne. Et aujourd'hui, 9 fois sur 10, celui qui prend un petit peu cher, c'est quand même le producteur. Et nous, on veut amener du confort et le maximum d'avantages aux clients, mais surtout pas au détriment des producteurs. Donc on les informe. Et souvent, des fois, on a des discussions assez actives, par exemple, sur les frais de port, de dire, on essaye d'expliquer aux producteurs, mais les frais de port, ça doit pas être au-delà de temps, sinon le consommateur, il est pas prêt à payer. Donc, essaye peut-être de les inclure un petit peu dans tes prix de vente, et d'avoir vraiment une logique orientée client, mais pas au détriment du producteur. Déterminé par le producteur, finalement. C'est ça, Designé c'est par ça, ouais. C'était quoi ta motivation principale quand tu as lancé le projet? C'était, tu avais vu une opportunité économique et tu te suis dit, bah, il y a quelque chose à faire là, ou c'était vraiment surtout pour, avec un but idéal vis-à-vis des producteurs? Je pense qu'il y a une énorme vision idéaliste que je dément pas, hein. L'ambition, elle est énorme. Déjà, quand on s'appelle Robin des Fermes et que moi je pitch, on va voler aux riches pour redistribuer aux pauvres, ça fait marrer les gens. Et après, il y a tout ce qu'on fait au niveau opérationnel avec les outils et toute l'énergie qu'on dépense pour y arriver. Mais je dirais que l'essence du moteur que l'entreprise que j'ai lancée, et c'est aussi quelque chose qui est partagé par tous les autres cofondateurs, c'est cette envie de renverser un système un petit peu très établi, très solide, très ancré, et de dire est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement de changer ça. Et on est conscient que ça prend du temps, que ça prend énormément d'énergie et aussi pas mal d'argent. Mais on s'est lancé ce challenge-là, et aujourd'hui on est content d'être là-dedans. Ouais. Mais bon, j'imagine que vous avez des obligations, vous avez des salaires à payer, peut-être que vous avez levé des fonds, vous avez des investisseurs, hein. Aujourd'hui, on n'a pas levé de fonds avec des investisseurs, on a passé par un crowdfunding, on a reçu aussi de l'argent de certaines fondations, on a fait aussi des sponsors, des prêts à gauche à droite, aujourd'hui qui nous permettent de nous défrayer, on va dire, Hmm. une partie de l'équipe. Et l'idée, c'est d'arriver aussi rapidement à une rentabilité de par les abonnements et les commissions qu'on prend Hmm. sur la plateforme, pour autant financer le développement. Ouais. Vas-y, vas-y. Euh, tu l'as un peu évoqué avant, dans le nom Robin des Bois, il y a cette notion de rendre la justice. Vous positionnez clairement en tant que justicier. Quelles sont pour toi les injustices que tu remarques? Tu as parlé des marges, mais est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont vraiment qui font du mal aux producteurs et peut-être, in fine, aussi aux consommateurs dans l'agroalimentaire en particulier? Je pense qu'il y a une pression énorme déjà sur les prix, Mm. sur les méthodes aussi, que ce soit d'emballage. Ces distributeurs vont être très, vu qu'ils apportent tellement un volume important à certains producteurs, que s'ils respectent pas exactement tout le cahier des charges qui est très exigeant, pas seulement sur le prix, mais aussi sur la qualité, sur tout l'effort que doit faire aussi le producteur pour acheminer les produits et les emballer, etc. Donc c'est un petit peu toute la chaîne et toute la pression qui repose aussi sur le producteur. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et une fois que le producteur a investi aussi dans ses méthodes de production, dans des hangars ou sur des terrains pour justement créer tous ces produits, eh ben, il est obligé de travailler avec ces acteurs-là parce que c'est ces acteurs qui amènent du volume. Mm. Et c'est très dur de renverser ça. Donc il y a une forme d'injustice à ce niveau-là. Du côté du consommateur final, il y a souvent des choses qui sortent un petit peu dans les médias de dire c'est pas normal qu'un produit bio ou un produit local
soit margé de manière plus importante qu'un produit conventionnel. Alors il y a peut-être une petite marge qui peut s'expliquer par la manutention, etc. Mais globalement, la stratégie, c'est de dire, si tu peux acheter du bio, si tu peux acheter du local, à ce moment-là, on t'identifie comme avec un pouvoir d'achat important. Et à ce moment-là, on va mettre les produits encore plus chers pour que tu puisses les acheter et que nous, on puisse marger plus et faire plus de chiffre d'affaires. Et on rentre dans une espèce de boîte noire où c'est quasi impossible de savoir exactement les justificatifs et les marges qui sont prises. Et là, récemment, il y a la FRC qui a fait un énorme travail là-dessus, qui a mis en avant des marges et toutes ces choses-là. Mais c'est un travail qui a pris plus d'une année. Et surtout, où je trouve absolument incroyable et triste, c'est qu'ils avaient de la peine à trouver des acteurs qui étaient prêts à parler par peur de représailles. Et ça met bien en avant la problématique même du système. Alors, c'est pas simple à changer et puis ça va prendre encore des années, mais il faut qu'il y ait des acteurs qui s'attaquent à ça et qui doivent apporter plus d'équité en fait dans ce fonctionnement-là, quitte à remettre en cause l'essence même des hypermarchés et des supermarchés, quoi. Bon, mais c'est vrai que si le producteur peut être victime de représailles, je les blâme pas Non. pour ne pas se prononcer. Ce que tu disais sur le bio, donc les distributeurs prennent des plus grandes marges sur les bio, sur les produits bio. C'est pas le producteur, c'est vraiment le distributeur. Ouais, alors le producteur va être un petit peu plus rémunéré parce que c'est du bio, et puis voilà, ça demande plus de travail, donc ça, y a pas de discussion. Par contre, ensuite, en théorie, les marges derrière pour vendre, pour mettre dans l'étalage, les frais structure, ils changent pas d'un article à l'autre ou de manière très très peu variable. Et eux, par essence, ils vont mettre un pourcentage des marges beaucoup plus élevé, quoi. Et vous pouvez aller consulter sur la FRC, ils mettent vraiment ça en avant. Et c'est pas 1-2% à gauche, à droite qu'ils essayent de gratter, c'est des montants beaucoup plus importants, quoi. Ah, c'est fou. Moi, enfin, je vois que moi-même, quand je vais faire les courses, je vais prendre le truc bio et je vais pas nécessairement comparer les prix. Donc, Ouais, je vois comment je peux être une bonne victime pour, ouais. pour ce genre de truc. Et là, tu vas chercher le petit label vert, et puis c'est ça Bien qui sûr, puis le détermine la produit décision. local, Ouais, bien sûr. etc. Ouais, Ouais, et ça, ouais. c'est un vrai problème dans le sens où finalement, quand tu fais ça, tu finances aussi encore plus le système de distribution de Coop et Migros, pour pas Mm. les citer. Alors que tu es dans un acte de dire je veux consommer bien pour moi, pour aussi bien rémunérer le producteur, consommer des produits suisses. Et ça crée juste. Ouais, on est toujours dans le même système et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Sans parler aussi de dire des fois je consomme du bio et tout d'un coup c'est du bio européen et puis j'arrive à la maison et je vois que je pensais que j'avais acheté un produit suisse et en fait il est pas suisse. Donc il y a aussi des fois un petit peu, c'est pas de la tromperie, mais ils, ouais, ils mettent pas toujours au grand jour Mm. toutes les informations, quoi. Donc Ouais, il y a un manque de transparence. ouais. Je crois que ça concerne aussi certains produits qu'on considère comme étant, qu'on qualifie d'étant localement produits, alors qu'une partie de la matière première provient de l'étranger, parfois de Ouais. très très loin, hein. Je pense qu'on peut Ouais, parler du chocolat, par exemple, des choses comme ça. il y a Mm. beaucoup de ça. Il y a les produits qui sont préparés en Suisse aussi. Mm. Donc, il y a tous les ingrédients qui viennent d'ailleurs. Et puis, ils ont juste été empaquetés en Suisse. Et ils sont vendus un petit peu avec le label suisse, on va dire. Ouais. Donc, il y a aussi pas mal de. Disons qu'en tant que consommateur, c'est pas toujours simple, malheureusement, même en suivant les labels, de bien s'y retrouver et de savoir exactement ce qu'on consomme et d'où ça vient, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que acheter le produit sur lequel figure le bon label, c'est aussi une manière de se déculpabiliser par rapport à tous ces problèmes, ces injustices ou ces Ouais, dysfonctionnements, ces abus. Alors qu'au final, comme tu le dis très justement, peut-être qu'on contribue à perpétuer certains de ces problèmes. Donc, c'est important absolument, ouais. d'attirer l'attention là-dessus. C'était une question que j'avais. Tu parlais avant des contraintes de qualité, d'emballage, etc. qu'imposaient les distributeurs. Mais je me demandais à quel point est-ce que c'est eux qui les imposent ou est-ce que c'est le consommateur final qui l'impose indirectement en exigeant d'avoir Mhm. certains produits conditionnés d'une certaine manière. Ouais, ça c'est super intéressant, c'est un peu les débats éternels et on peut pas toujours blâmer les distributeurs en disant vous vendez ci, vous vendez ça.
s'il y a personne qui les achèterait, ils les vendraient pas. Donc, je pense vraiment la responsabilité et le pouvoir de qu'est-ce qu'on veut voir dans des supermarchés ou qu'est-ce qu'on veut acheter, elle est aussi bien du côté du distributeur que du consommateur. Donc, il y a une partie où des fois c'est aussi souvent les gens s'indignent quand par exemple là il y a la FRC qui sort son truc, les gens s'indignent et parfois moi je m'indigne contre les gens qui s'indignent aussi parce Mm. que c'est eux ils ont un pouvoir énorme, ils ont un pouvoir énorme pour donner, dicter qu'est-ce qu'ils veulent exactement voir et si demain il y a plus personne qui achète des fraises en février, eh ben on va plus trouver de fraises Mm. dans les supermarchés, on va rentrer dans un cycle un peu plus logique et un peu plus consommer ce qui pousse. Il y a assez de choses qui poussent en Suisse ou dans l'Union européenne pour se nourrir. Quoi. On n'a pas forcément besoin de bouffer des fraises toute l'année, par exemple. Hmm. Donc, ouais. Tu vois quelle piste pour sensibiliser le consommateur? Parce que clairement, il y a des gens qui ont déjà l'impression de bien faire. Tu vois, ils achètent le produit sur lequel figure le bon petit label. Ils se disent, bon, bah, ok, moi, j'ai rempli ma part du contrat, entre guillemets, Mhm. pour contribuer positivement à la situation. Puis en fait, ils font fausse route. Ils vont contre la situation. Enfin, ils perpétuent les problèmes et les abus. Comment tu sensibiliserais tu t'y prendrais pour sensibiliser le consommateur sans le culpabiliser forcément, alors Ouais. qu'il a déjà l'impression de... Ça, c'est un énorme enjeu. Mm. Nous, on se concentre aujourd'hui sur les outils. Aujourd'hui, on offre un outil qui permet de commander en direct chez le producteur, de savoir exactement comment ça a été fait, qui l'a fait, de pouvoir rencontrer le producteur aussi. Et ça, c'est point de vue pur outil. Ensuite, dans une phase 2, on veut se concentrer sur comment est-ce qu'on arrive peut-être à enclencher un mouvement ou à faire changer les habitudes. Je pense que ça passe beaucoup déjà par de l'information. Et ça, la FRC défend très bien aussi cet aspect-là en disant, OK, s'il n'y a pas ces gens-là qui disent qu'ils vont gratter des informations et qui les mettent à jour via aussi les relais, via les médias, ça c'est un élément concret pour moi qui est de l'information. Mm. Et souvent on réfléchit aussi avec l'équipe de dire, faut pas que ça soit trop contraignant. On aime bien nous communiquer un petit peu avec l'humour. Et je vois bien, je sais pas, un peu peut-être de la gamification aussi dans tout ça, de dire, est-ce qu'on n'arrive pas à rendre cool le fait de consommer local? Nous, via Robin des Fermes, on a lancé le pass compagnon. Donc tu payes 95 balles par année. Déjà, tu as les frais de livraison qui sont ensuite offerts sur la plateforme. Et plusieurs fois Mm. par année, tu peux aller rencontrer et discuter avec les producteurs. Et là, on rentre dans le concret, où on met les bottes, on va à la ferme, et puis il y a le producteur qui nous explique comment ça se passe, un peu sa vie, comment il produit les produits, c'est quoi sa relation avec les circuits courts, avec les grandes surfaces. Et ça, c'est hyper instructif, c'est fun aussi. Et peut-être qu'au niveau digital, il y a plein de choses à faire aussi. Euh, J'en sais rien, comptabiliser les points qu'on fait quand on consomme local, qu'on puisse réutiliser ça dans des restaurants qui jouent aussi la carte du Mm. local, par exemple. Il y a peut-être des actions qu'on pourrait faire avec la communauté, de dire, voilà, moi je vais récolter des pommes chez ce voisin qui m'a dit qu'il allait les jeter ou qu'il allait les laisser pourrir dans le champ. Qui c'est qui veut venir avec moi? Il y a peut-être une dizaine de personnes. Enfin, ouais, toutes des actions un petit peu qui vont dans le bon sens. Et ça j'aimerais bien. C'est une volonté aussi qu'on a à terme d'essayer d'actionner et un petit peu de jouer avec cette communauté, quoi. Vous avez des témoignages, il y a des gens qui vous disent qu'ils ont changé leur comportement grâce à vous, changé leur perception. Ouais, alors vu qu'on vend en ligne, des fois c'est dur d'avoir des feedbacks, on va dire, oraux. Quand on a fait l'Events Compagnon, effectivement, on a pu rencontrer aussi les gens qui commandent régulièrement sur Robin des Fermes. Et là, c'est ultra cool d'avoir leur ressenti, leurs échanges déjà, rien que sur le fonctionnement de la plateforme. Et oui, on voit qu'il y a un intérêt. Et moi-même, je suis pas du tout de base un exemple de la consommation locale et la consommation équilibrée. Et rien que le fait de consommer régulièrement et de commander en ligne, maintenant je suis devenu un vrai ambassadeur. Après, je prêche pour ma paroisse, mais et je m'indigne sur plein de choses qui se passent. Et j'ai envie un petit peu de montrer maintenant cet exemple. Et les gens qui consomment déjà depuis un certain temps sur Robin des Fermes, ils partagent aussi ce combat. Donc il y a un côté de dire,
je consomme sur Robin des Fermes pour avoir l'avantage, commander en ligne, recevoir à la maison. Et après, il y a la mission qui se transmet aussi au fur et à mesure de dire, mais Pinès, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui fait ça et ils ont envie de s'engager avec nous. Et ça, c'est ultra positif, quoi. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qui retient les gens? C'est quoi le challenge pour acquérir les utilisateurs? Aujourd'hui, je dirais que c'est un challenge de communication. Il y a pas de miracle quand on veut être visible. Ça coûte quand même relativement cher. C'est des campagnes aussi bah, sur les réseaux sociaux, sur Google, pas mal de visibilité dans les médias. Donc aujourd'hui, on n'a pas actionné, on n'a pas dépensé énormément d'argent là-dedans. On essaye de faire les choses de manière organique. Ce qui m'intéresse, moi, dans la démarche, c'est de ne pas essayer de promouvoir une initiative locale à travers les GAFA, quoi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue en disant je promouvois le local et en même temps je donne 5000 balles par mois à Facebook, à Google et toute la clique. Et j'aimerais bien trouver des systèmes plus organiques basés sur peut-être des systèmes d'ambassadeurs que d'activer nos clients pour qu'ils peut-être qu'ils nous amènent d'autres clients. C'est quelque chose qui m'intéresse et sur lequel on va se concentrer aussi ces prochains mois pour grandir de manière plus organique et puis vraiment essayer de créer cette communauté qui peut un petit peu renverser et changer les choses. Parmi les membres de Robin des Fermes, donc par là j'entends les artisans et autres Ouais. agriculteurs, j'imagine qu'il y en a qui doivent opérer comme maraîchers occasionnellement sur donc les marchés un peu dans toute la région. Est-ce qu'ils sont incités à communiquer leur affiliation justement à la plateforme, où ils essayent eux plutôt d'établir un contact direct avec le consommateur avec lequel ils interagissent sur un marché? C'est quoi leur je sais pas quel est le terme en français. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour eux en fait, tu En fait, penses? on a différents profils. On a celui, en guillemets, qui nous délègue un petit peu de dire, OK, Hmm. moi, mon activité de circuit court, ça passe via Robin des Fermes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de site internet, que si toi qui reçoivent des commandes qui doivent aller livrer, ils vont dire aux gens, bah, commandez via Robin des Fermes. Pour nous, c'est plus simple et c'est un process qui fonctionne. Donc, on a ce type de personnes-là. Pour nous, c'était important de ne pas dire aux gens, venez absolument tout sur notre plateforme et puis arrêtez tout ce que vous faites à côté parce qu'on rentre dans un schéma aussi assez centraliste, on va Restrictif, dire. ouais. Ouais. Et puis du coup, on a aussi, via des partenaires, développé la possibilité, un peu à un modèle de Shopify, de créer le propre site internet du producteur sur son site à Hmm. lui. Par contre, ça rentre dans le cheminement et l'outil de gestion, on va dire, e-farm, c'est la structure comme on l'a nommé. Donc on offre cette possibilité aussi au producteur de l'accompagner à ce niveau-là. Et il peut très bien décider de ne pas être visible sur Robin des Fermes Hmm. et juste d'avoir son propre site e-commerce. Donc c'est pour ça que je vous parlais de du positionnement 100% producteur. Aujourd'hui, d'autres acteurs qui vendent aussi peut-être des produits locaux, ils vont pas s'amuser à faire des e-shops, ils auraient aucun intérêt à le faire. Nous, on a Mhm. un intérêt à le faire parce que ça répond à notre mission qui est de donner plus d'indépendance et de visibilité aux producteurs. Hmm. Bon, puis potentiellement, si vous le faites pour plein de producteurs, vous avez un coût marginal. Vous pouvez l'offrir à un coût beaucoup plus faible que si chacun doit réinventer la roue. Exactement, ouais. Il y a vraiment cette idée aussi de faire des économies d'échelle, de dire voilà, nous on a une solution, on fait ça que pour les producteurs et artisans, donc on est aussi bien au courant de leurs besoins et pour ça on a quand même pas mal d'expérience maintenant à ce niveau-là. Et puis effectivement, ça leur permet d'acquérir sous une forme d'un abonnement de support relativement bas, quand même des outils qui leur permettent de développer leur vente. Hmm. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'un business peut être pérenne sur le long terme sans intégrer le développement durable à son fonctionnement? C'est une bonne question. Moi, j'ai pris le parti pris que non. Hmm. J'ai pas l'impression que si demain, personnellement, je starte des nouveaux business, je me verrais mal faire quelque chose qui a pas de sens au niveau de la durabilité. Hmm. Je pense que peut-être le penchant plus négatif, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant d'intégrer ça dans son business model. Mais c'est peut-être juste un moyen des fois de faire du greenwashing ou du local washing
Et tout le monde l'intègre, mais certains sont pas honnêtes dans la manière de l'intégrer. Et peut-être faudrait aussi un petit peu s'indigner là-dessus. Tu peux expliquer en quelques mots les termes greenwashing ou local washing au cas où on a des Ouais, auditeurs qui n'ont pas entendu? le greenwashing, c'est le fait de, par exemple, dire qu'à chaque fois qu'on va vendre un produit, on pollue, j'imagine un peu toute la planète, mais on va replanter un arbre derrière. C'est des petites initiatives comme Hmm. ça qui font croire qu'on est des tout doux et puis des gentils et qu'on va sauver un petit peu la planète, alors que c'est juste pour sensibiliser le consommateur comme quoi on fait paraître une démarche durable. Et le local, c'est un petit peu de dire voilà, je prends un article chez mon voisin qui est ultra local, je communique énormément dessus, Hmm. et puis 99% des produits, ça vient de Chine ou je sais pas où. Donc c'est un petit peu ces manières de... Et ouais, ceux qui, peut-être certains petits artisans qui jouent chier la démarche ultra locale et toutes ces choses-là, ils ont des fois de la peine à... Des fois, moi, je suis étonné à quel point leur produit, il est pur, il est ultra local, ils ont vraiment pensé jusqu'au moindre détail, mais quand on va un peu sur Internet et de l'extérieur, on le ressent pas assez. Alors que certaines marques qui ont beaucoup plus de budget pour communiquer là-dessus, ils vont réussir à nous faire croire que c'est beaucoup plus local, Hmm. alors que quand on creuse un peu, la réalité, elle est un peu différente. Ouais. J'avais lu il écrivait récemment, il avait dit, je suis peut-être cynique, mais à chaque fois que j'entends une entreprise dire qu'ils ont planté 1 million d'arbres, je pars de l'hypothèse qu'ils en ont coupé 2 millions avant. C'est Mais exactement forcément, ça. ensuite, t'en plantes 1 million et tu peux communiquer. Ouais. Non, mais oui, je suis tombé sur LinkedIn aussi il y a pas longtemps sur un document qui relayait de manière totalement ironique de dire comment faire du greenwashing en 10 étapes. Et il y avait plein d'étapes un petit peu en mode le packaging un peu vert et tout. Dites aux gens que vous replantez des arbres à chaque fois que vous faites un truc. Hmm. Et et le fait de lire ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'exemples très concrets d'acteurs autour de nous qui le font tous les jours, quoi. Hmm. Mais vous, ça vous est arrivé d'avoir des situations où vous auriez pu être tenté vous auriez pu être tenté de prendre des décisions qui auraient augmenté par exemple vos profits, mais qui auraient été à l'encontre de votre but idéal? Ou d'une manière générale, comment est-ce que vous arrivez à rester focalisé sur votre but idéal? Ouais, alors nous, l'attractivité de la plateforme, on la met en relation par rapport au nombre de producteurs et d'artisans qu'on arrivera à avoir à terme dessus. Donc l'objectif, clairement, c'est de faire monter le nombre de producteurs et d'artisans dessus, pas au détriment de tout et n'importe quoi. Donc on a une charte assez exigeante et on a dû refuser plusieurs, notamment des artisans qui voulaient collaborer avec nous parce qu'ils rentraient pas dans la charte. Et du coup, nous, on se coupe d'un chiffre d'affaires potentiel, de Hmm. partenaires potentiels, juste parce que c'est des acteurs qui rentrent pas dans la charte. Donc, c'est très dur aussi d'établir une charte et de se restreindre et de la respecter. Mais pour nous, c'est une énorme garantie que le consommateur qui arrive sur Robin des Fermes, il va avoir des produits qui sont suisses, qui ont été transformés à 2 tiers de manière très régionale. Donc on a une charte assez exigeante là-dessus qui nous a fermé pas mal de portes. Mais au moins on la respecte et c'est aussi un gage de qualité pour les consommateurs et ça protège aussi les producteurs et les artisans qu'on a sur la plateforme. Qu'est-ce qu'il y a dans votre charte, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un producteur pourrait ne pas être compatible? Euh, Typiquement, on demande si c'est un produit suisse brut, bah, enfin si c'est un produit brut, il doit absolument venir de Suisse. Si c'est un produit transformé, il y a 80% de la matière première qui doit être suisse. Et du coup, on a des débats des fois sur une confiture au citron, par exemple, sachant qu'il n'y a pas ou très peu de citron en Suisse. Euh, et nous, on veut promouvoir peut-être d'autres confitures, donc on a refusé par exemple cette confiture-là. Ou s'il y a des artisans qui potentiellement peuvent faire trop d'ombre à des producteurs qui sont la cible numéro une de notre plateforme. Dans ce cas-là, on les accepte pas sur la plateforme. Donc c'est assez exigeant. C'est basé en fait sur la certification Vauplus ou aussi Valais ou Genève, région Terre Avenir,
qui est chapeauté par Pays Roman, Pays Gourmand, qui a établi en fait cette charte-là. Et nous, on s'est basé là-dessus en fait, pour Hmm. aussi avoir une logique qui est établie sur des acteurs qui ont déjà aussi réfléchi sur comment on définit un produit un petit peu local, quoi. Ah oui, vous êtes actif dans quelle région? Tu peux nous rappeler? Aujourd'hui, on est pas mal dans le canton de Vaud, surtout Lausanne, la région du Jura. On commence à se développer un peu sur Fribourg, le Nord vaudois. On veut absolument aussi aller rapidement sur le Valais et puis Genève. Donc, le fonctionnement de la plateforme au niveau logistique aussi, informatique, ça a été conçu pour croître rapidement et qu'on soit pas dépendant d'un camion, par exemple, pour aller Mm. livrer ou ces choses-là. Donc, l'idée, c'est d'ici début d'année prochaine d'ouvrir ces nouvelles régions. Ouais. Euh, sauf erreur de ma part, dans le mission statement de Robin des Fermes, il y a une mention. Enfin, il est question de changer le rapport à l'alimentation. Tu as parlé tout à l'heure brièvement de la saisonnalité avec les fraises, par exemple. Donc, oui, le Mhm. consommateur, il est habitué tout au long de l'année à trouver les mêmes produits à tout moment. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui illustrent un rapport à l'alimentation qui est pas sain, qu'il faudrait changer en Suisse? Ouais, alors effectivement, nous on va prôner la consommation locale parce que nous, Mm. on va vendre seulement ce qui est produit en Suisse. Donc, il n'y a pas tout qui est disponible toute l'année. Donc, Mm. c'est dans notre intérêt d'inciter les gens à consommer ce qu'on peut manger. Et ce qu'on essaye de faire pour les influencer un petit peu là-dedans, c'est de leur offrir, par exemple, des recettes. Là, on va lancer un panier hebdomadaire ou bimensuel où tu t'inscris et puis toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu reçois ton panier et tu reçois une recette qui va avec les choses que tu as dans ton panier. Et ça t'incite un petit peu à peut-être sortir un petit peu sortir ta zone de confort dans la création de recettes, peut-être des choses que tu n'avais jamais fait, ou des produits que tu n'avais encore jamais cuisinés ou transformés, eh ben, que tu puisses le faire aussi grâce à nous et de transformer cette chose de dire je vais sortir de Hmm. ma zone de confort en mode plus découverte et je vais être fier de moi une fois Mm. que je l'ai transformé. Donc ouais, il y a ce côté-là d'inciter les gens vraiment à consommer de manière plus locale, mais de jouer aussi un petit peu avec eux en leur disant on va Mm. vous aider et on va vous mettre tout entre les mains pour que vous puissiez le faire facilement, quoi. Il y a quelques semaines, on avait parlé avec Nadège Charadia de Roman d'énergie, qui elle fait ils ont un programme de coaching pour les particuliers pour réduire leurs émissions de CO2. Mhm. Et on avait parlé de l'alimentation. L'alimentation est un grand sujet, ce qui m'avait surpris un peu à l'époque. Puis elle expliquait que, par exemple, la consommation de viande rouge, c'était un grand problème, et que en fait, c'est surtout la production de la viande qui est un problème, pas tellement l'acheminement. Donc elle disait qu'ils avaient souvent des gens qui disent oui, je mange de la viande, mais vous inquiétez pas, c'est local. Puis ils Ouais. doivent leur dire bon, mais même si c'est local, c'est pas top. Est-ce que est-ce que vous avez aussi une mission, au-delà d'encourager les gens à consommer local, est-ce que vous voulez aussi changer ce que les gens consomment? On n'est pas là pour dicter non plus qu'est-ce qu'ils doivent absolument manger. Nous, la mission vraiment, c'est de promouvoir le local. Et on veut pas non Hmm. plus être trop interventionniste. Et on rentre dans le cadre aussi très, très privé. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de producteurs de viande et c'était des débats autour de 3 verres de blanc où eux, ils arrivent vraiment à... Ouais, le fait de consommer ultra local de la viande, où tu vois la bête à côté du champ, le bienfait aussi au niveau écologique que au niveau des terrains que la bête peut amener. Donc quand on prend tous les éléments en compte, c'est des débats assez fascinants. Et nous, en tant que Robin des Fermes, on va pas se positionner pour le moment là-dessus. On va juste promouvoir la consommation locale, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, du vin, toutes ces choses-là. Je sais que j'ai entendu que tu es aussi intervenu de différents organismes d'aide aux startups Mhm. pour parler de ton expérience. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une tendance chez les entrepreneurs de vouloir faire des projets à impact? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Je pense il y en a énormément, ouais, effectivement, qui vont dans ce sens-là, ce qui est une bonne chose, quoi. Je veux pas dire de bêtises, mais nous, on est accompagnés par Genilem, et puis eux sont en train de faire justement
un papier là-dessus. Et peut-être qu'il y a 60 ou 80% aujourd'hui des projets qui reçoivent, donc ils reçoivent des demandes tous les jours qui sont des projets à impact. Et je pense que ce serait intéressant, mais je crois que c'est dans le pipeline d'inviter des gens de Genilem pour en parler. C'est vraiment dans ce sens-là, je pense que ça va. Et moi, je suis tout content de voir qu'il y a des solutions qui émanent là-dedans, parce que pour pouvoir inverser un petit peu cette tendance dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que ça passe énormément par l'entrepreneuriat. Et je trouve cool et encourageant de voir qu'il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui vont dans ce sens-là, quoi. Il y a des projets que tu as en tête, que tu as vus, qui te paraissent vraiment intéressants, ou est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, là, il y aurait une opportunité, pourquoi est-ce que personne ne le fait? J'ai euh, j'ai mes potes de chez Wipot qui ont fait des Zola en argile. En fait, c'est pour irriguer, pardon. Irriter, irriter serait pas un bon business model. C'est pour irriguer les plantes, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans le jardin. Et puis, ça permet d'économiser énormément d'eau. C'est un truc qui date de la période des Romains, donc qui est vieux comme tout. Et puis, ils fabriquent ça à Villeneuve, dans une usine. Je trouve juste incroyable ce qu'ils font et comment ils se développent. Donc ça, je trouve que c'est une initiative géniale. Au niveau aussi on va dire, de la justice sociale, il y a Kuko aussi qui livre, en fait, qui a un Uber simplement, Uber Eats beaucoup plus responsable, qui paye bien les livreurs, qui livrent à vélo, toutes ces choses-là. Donc il y a plein d'initiatives qui vont dans le bon sens, c'est encourageant. Et c'est à encourager aussi de notre côté, quoi. Je, je vais revenir un petit peu aux sources de ton parcours entrepreneurial, mais est-ce que pour toi, le développement durable, c'était à l'origine une préoccupation ou c'est quelque chose qui a germé, qui s'est développé au fil du temps, au fil de tes aventures, où tu te dis, tiens, là, il y a quelque chose de fondamental à cultiver? Je pense que la durabilité, elle fait partie intégrante du projet, dans le sens Mm. où il y a l'aspect social qui est important dans la Ouais. durabilité. Et nous, on essaye d'apporter de l'équité dans le revenu du producteur. Donc, c'est directement un impact social à ce niveau-là. Et on voulait absolument intégrer aussi l'aspect économique et surtout écologique dans le projet. Ça veut dire que notre système logistique, il est matché avec la Poste, donc ça nous évite aussi d'intégrer des nouveaux véhicules, même si c'est des véhicules électriques. C'est quand même des véhicules qui vont en plus sur les routes. Donc on a essayé de réfléchir en disant, voilà, est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui vont tous les jours dans quasi tous les foyers de Suisse? Oui, il y a la Poste, donc on va collaborer avec eux pour l'aspect logistique. Donc en plus, on reprend aussi les contenants une fois qu'ils sont livrés. Sitôt qu'on s'est lancé là-dedans, ensuite on a essayé de tacler tous les sujets pour que ça sonne durabilité, Mhm. pas seulement local washing ou greenwashing, mais vraiment de prendre en compte tous les aspects de la durabilité au sein de Robin des Bois. Alors, ma question, elle avait davantage trait à ton itinéraire personnel Ouais, d'entrepreneur, dans le sens où est-ce que c'était ces considérations-là de développement durable, environnemental, etc., ou même de contribuer localement en créant des partenariats avec les producteurs, enfin, dans un sens assez large, est-ce que c'était des choses, une philosophie qui t'animait dès le départ, dès tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, ou c'est quelque chose qui est venu au fil du temps, en fait, qui s'est développé avec ton expérience? ouais. Alors je pense que le moteur, c'est vraiment ce côté Robin des Bois pour Ah, moi. ok. C'est vraiment ce côté d'essayer d'amener un peu plus d'équité. Et c'est ça qui m'a motivé à lancer le projet, de dire comment est-ce que je peux mettre mon énergie et mes compétences, ce que je sais bien faire finalement pour une cause qui a du sens. Et j'ai identifié un petit peu cette opportunité sur le Hmm. marché. Je me dis, ok, les producteurs, ils se font tout le temps attaquer, ils ont une énorme pression. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renverser un petit peu le game? Et c'est un peu ça le moteur, en fait, qui m'a motivé. Et puis oui, après, effectivement, on vit. Enfin, faut être un petit peu aveugle pour aussi pas voir et ressentir toute l'urgence aussi climatique. Donc, le fait d'aider les producteurs, ça veut dire d'aider les gens à consommer plus facilement local,
Et ça a un impact direct sur l'impact écologique aussi de la consommation, quoi. Et pour toi, c'est gratifiant. Enfin, c'était, voilà, à nouveau, Ouais, je reviens sur le côté vraiment personnel de tes motivations, de ta philosophie, mais c'était, pour nous, c'est il y un a un vrai moteur élan énorme intérieur. Ouais. de dire Mm. on va dans le bon sens. On va, même Mm. si c'est dur, ça prend du temps, Ouais. ça prend énormément d'énergie. On va juste dans un truc qui fait sens, quoi. Mm. On n'est pas en train Hmm. de vendre du chenille, même si on vendrait 3 fois plus de trucs en vendant, comme je dis, du chenille. Le sens profond, Ouais. il serait perdu, et le moteur, il s'essoufflerait aussi beaucoup plus rapidement. Mm. Donc, oui, c'est un impact énorme quand même au niveau moteur, ouais. Pour toi, Robin des Fermes, c'est pas ton premier projet entrepreneurial. T'as fait plusieurs autres choses avant. Ouais, j'ai Ou... fait des choses avant, un petit peu aussi en parallèle. Je dirais que la première activité entrepreneuriale, c'était, je faisais des outils de gestion sur Excel, où là j'ai racheté une franchise d'un partenaire et j'avais un peu mes propres clients et ça m'a permis un peu de gérer des projets de A à Z, de voir aussi la complexité, de gérer un peu son budget, gérer des offres, gérer des mandats clients. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. J'adorais aussi cet aspect, rencontrer d'autres entrepreneurs, d'échanger tous ces challenges. Et il manquait un niveau au niveau du sens, on va dire. On Hmm. parlait de ce côté moteur, de dire, OK, mais est-ce que dans 10, 15, 20 ans, je me vois toujours faire ça? Et la réponse, elle était non. Et j'avais envie d'utiliser finalement ce que je savais faire pour une cause un peu plus noble et d'être beaucoup plus utile aussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je suis parti aussi sur Robin des Fermes. Parallèlement, j'ai aussi ouvert un espace de coworking qui va aussi dans cet esprit de partage, d'éviter de faire 15 000 km chaque jour pour aller sur son lieu de travail. Donc il y a aussi un côté regrouper Hmm. plusieurs personnes au même endroit et aussi d'autres projets un petit peu à gauche à droite, quoi. Ouais, donc tu t'es pas un serial entrepreneur, t'es pas en train de chercher le prochain truc. Maintenant, c'est Robin des Fermes. Ouais, alors c'est Robin des Fermes. Après même dans le projet Robin des Fermes, là je vous parlais d'e-farm avant, Mm. qui est l'outil de gestion qui est basé sur eDirect, une solution open source où on collabore avec une société valaisanne. On est en train de faire un outil qui s'appelle Approve, qui est une espèce de Robin des épiceries qui va permettre aux épiceries de commander en quelques clics auprès des producteurs. Donc il y a toujours des projets qui arrivent et qui sont là. Et, et oui, moi, sitôt que je vois un petit peu des injustices ou des opportunités de business, ça me donne envie de créer des choses. Aujourd'hui, j'ai très peu de temps à consacrer à ces nouveaux projets de par mon emploi du temps. Par contre, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, je note pour plus tard, et j'aimerais bien structurer peut-être aujourd'hui mes activités, les développer, et faire en sorte, à terme, d'ici quelques années, d'avoir du temps à nouveau pour développer des nouveaux Hmm. projets. C'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne, et qui me motive plus de juste peut-être gérer du daily business. C'est plus d'en créer et de partager des projets entrepreneuriaux avec d'autres personnes, quoi. Vous êtes beaucoup dans Robin des Fermes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 7 chez Robin des Fermes. En équivalent temps plein, ça représente environ 3 personnes. Et puis, on est 6 associés aujourd'hui au sein de Robin des Fermes. Et toutes les autres activités entrepreneuriales aussi, je les partage quasi toutes aussi avec d'autres personnes. Ouais, Donc c'est encore une petite structure. ouais, tout Mais à fait, ouais. ça fait combien de temps que vous... Rappelle-moi que vous êtes sur le projet? Robin des Fermes, la plateforme, elle a 1 année et demie. Elle était sortie en avril 2021. Et puis avant ça, il y a 1 année et demie aussi de travail. Donc ça fait gentiment 3 4 ans qu'on est dessus et puis qu'on discute avec les producteurs à ce niveau-là, quoi. C'était quoi le plus gros apprentissage pour toi, si tu devais dire à un jeune entrepreneur, ou l'erreur que tu avais faite dans le lancement? Alors là, il y a tellement d'erreurs, tellement d'apprentissages. Peut-être, souvent, je vois un peu, et j'étais un petit peu le même, de dire, on starte un truc, et puis on a fait notre business plan, on a fait notre sheet Excel en disant, ouais, dans 6 mois, 12 mois, je fais tant de chiffre d'affaires, ces choses-là. Je pense que de bien s'aligner sur le pourquoi. Pourquoi on va Mm. faire ça?
Est-ce que je suis prêt? Finalement, c'est comme si on construit une maison, quoi, de dire, je sais que je vais construire une maison tout seul ou avec deux, trois potes. Ça va me prendre peut-être 3 ou 4 ans et je suis pas sûr que j'y arrive. Est-ce que tu es prêt à Mm. consacrer ça de tant de temps de ta vie, de dire potentiellement on peut ou pas partir en vacances, galérer aussi au niveau du revenu, ces choses-là. Donc je dirais que s'il y a un jeune entrepreneur qui veut se lancer, de bien s'aligner sur son moteur. Est-ce que tu es Mm. prêt est-ce que tu te rends compte aussi des sacrifices que ça va demander? Pas le décourager, mais qu'il soit bien conscient. Et une fois qu'on est bien ancré, de dire, OK, je suis prêt à affronter la tempête. On sait que ça va arriver. Et je pense qu'on a plus de chances de succès aussi sur le long terme. Mais tu l'as perçu comme un sacrifice, toi, au quotidien? Parfois, je perçois comme un sacrifice. Je pense qu'il faut aussi se dire les choses. Moi, je vais être le premier à motiver les gens à entreprendre des choses. Je vais être le premier aussi à être transparent sur la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, je gagne un demi-salaire d'un salaire à 100% et d'un bas salaire. Donc voilà, c'est quand même des sacrifices, rien que pour ma vie privée, de dire je peux pas partir en vacances comme Mm. ça, comme je veux. Je dois un petit peu calmer aussi parfois les sorties, les loisirs, toutes ces choses-là. Donc c'est quand même des sacrifices où moi, je peux pas dire aux producteurs faites-nous confiance, foncez, aux clients foncez avec nous, des potentiels investisseurs foncez si moi je mets pas toute l'énergie et les sacrifices Mm. qui vont avec. Et après, j'oublie pas tous les bons côtés, tout ce qu'on apprend, tous les moments géniaux qu'on partage, la quête de sens aussi, de dire, Mm. moi j'ai la banane, le lundi matin j'ai la banane, et c'est une chance énorme, quoi, et je me réjouis. Même le dimanche, je suis là, off, nickel, le week-end il est fini, on va pouvoir appeler les gens lundi matin, ça avance et tout. Et moi, je fais pas de distinction entre le week-end et puis les jours de la semaine. Et j'ai l'impression que je suis en train de m'épanouir pleinement dans Mm. ce que je fais. C'est une chance unique. Et je veux inciter aussi les gens à entreprendre. Mais faut pas, voilà, faut aussi voir Mm. l'autre côté un petit peu, le revers de la médaille, comme on Mm. dit. Ouais, moi je te posais la question parce que j'avais aussi une entreprise jadis et je me souviens que pendant que j'étais dans l'action, je le voyais pas du tout. C'était grisant. Et c'était Ouais, un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo et que t'es captivé et ouais. que tu vas pas passer le temps. C'est plus après coup que je me suis dit, genre, oui, ouf, j'ai moins gagné que j'aurais pu, j'ai moins pris de vacances que j'aurais Ouais, pu. Mais sur le coup, c'est hyper motivant en même temps. ouais, il y a un côté hyper motivant, mais je pense qu'aussi, si on veut tenir sur le long terme, faut essayer de trouver aussi un équilibre. Et ça, c'est ce que j'essaye d'apprendre de faire maintenant aussi, de dire, OK, de détacher un petit peu, quoi. J'ai de la peine à prendre des vacances, mais au moins de prendre parfois des week-ends, faire des choses différentes, de pas tout le temps parler des projets, ouais, souvent c'est cool, hein, mais les gens, ils te demandent toujours, ouais, comment ça va, Robin des Femmes, Mm. comment ça va, ci, ça va, ça. Et d'essayer de couper court, de dire, ça se passe bien, il me tape, et puis, et toi, comment ça va, on boit une bière et tout. Et d'essayer de décrocher un petit peu de Ouais. manière Et ça, t'arrives à naturelle. faire? Disons que je suis pas de manière de base, je suis pas quelqu'un de très stressé, quoi. Mm. J'ai les gens qui m'entourent prennent un peu la pression que des fois j'ai pas ou peu. Donc des fois c'est plus stressant pour eux suivant comment. Et du coup ça me permet de détacher et quand même passer du bon temps. J'arrive à bien dormir la nuit, c'est un bon indicateur aussi. En parlant avec d'autres entrepreneurs des fois qui se tapent des nuits blanches et tout. Voilà, j'ai des soucis comme tout le monde, mais sitôt que je dors, sitôt que je fais d'autres choses, j'arrive à pas en tenir compte. Et des fois, je sens que j'ai plus de peine à m'endormir, ou tout d'un coup, je vais me réveiller une ou deux fois pendant la nuit. Et là, je sais que je dois changer des choses, Mm. ou que je dois mettre des choses à Hmm. plat. Donc c'est un bon indicateur à ce niveau-là, quoi. Donc tu sacrifies pas ta santé, en tout cas. Normalement pas, Ouais. j'ai pas l'impression. En tout cas, ça a l'air d'aller pour le Ouais. moment. Et j'espère que ça va durer comme ça, quoi. Et toi, t'es pas un t'as pas un profil technique à la base, t'es pas un développeur. Non, Ça, c'est une question que j'ai souvent entendue des gens qui ont des idées de start-up, mais bon, voilà, maintenant, dès qu'on lance une entreprise, la partie technique est très importante. Euh, Comment est-ce que toi, tu as trouvé avec qui t'associer pour la partie technique et comment est-ce que ça fonctionne?
Ouais, alors ça a été pas mal d'apprentissage. Je pense qu'on n'a pas forcément tout fait juste aussi au niveau développement. Au début, on a un cofondateur, Jérôme, qui développe des sites, on va dire, relativement simples, mais qui n'est pas un développeur comme on pourrait avoir au wagon, par exemple. Mais lui qui avait quand même des bonnes notions, et grâce à lui et aussi à un autre associé qui a fait lui le wagon, on a pu s'orienter chez des bons partenaires pour développer la première partie du projet. Et puis on s'est quand même rapidement rendu compte que à terme, c'était un objectif assez important d'internaliser le développement. C'est aujourd'hui ce qu'on a fait. On a en grande partie internalisé avec quelqu'un Yvan, qui a récemment rejoint l'équipe. Et ça aussi, si on l'avait eu depuis le début, je pense qu'on aurait pu aller encore plus vite. On aurait été encore plus souple sur pas mal d'aspects du projet. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui, si je dois relancer un business, je pense que j'essaierai de trouver un cofondateur qui met vraiment la tête dans le code et qui crée du code. Le fait d'avoir pu bosser avec une agence, on allait aussi beaucoup plus vite sur certains aspects, même si on était un petit peu moins flexible et puis que ça coûtait un peu plus cher. Au moins, on a pu avancer avec des partenaires fiables. Donc, je vois les avantages d'internaliser et j'ai aussi vu les avantages d'avoir des partenaires externes. Et du coup, si je dois restarter des trucs, je pense quand même que j'internaliserai plus vite ou je mettrai comme cofondateur un gars qui dev directement dans le projet, quoi. Quand on s'est rencontrés en début d'année, c'était dans le cadre justement Ouais. d'un event organisé par le Wagon, donc qui est une école proposant des bootcamps de web dev et de data science. Euh, à l'époque, tu laissais entendre que tu t'intéresserais peut-être potentiellement pas forcément à faire un bootcamp à proprement parler, mais en tout cas à apprendre un petit peu sur le code, sur le plan technique. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages toujours ou que tu as même eu l'opportunité de Mais faire ou pour l'instant ça, c'est ouais, pas... ouais, ça m'intéresse Hmm. trop. Déjà, j'ai appris énormément quand même en termes de code, rien que pour parler avec les développeurs aussi, savoir un petit peu ce qu'ils nous disent. Et c'est quelque chose qui me fascine et je Hmm. vois tellement l'importance aussi qu'a le digital, l'informatique, le code aujourd'hui dans la société. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de rater la coche. Donc peut-être que un jour, si j'ai un petit peu plus de temps, c'est quelque chose que j'aimerais bien entreprendre, un bootcamp avec le wagon, par exemple, pour Mhm. pouvoir, peut-être même, si je veux starter un nouveau truc, de dire je bosse quelques semaines, quelques mois de mon côté pour cracher un MVP ou ce genre de choses-là. Rien que le fait de comprendre un petit peu comment ça se passe, jusqu'à où on peut aller, toutes ces choses-là, je trouve assez fascinant. Ouais. Je crois que tu as d'autres engagements aujourd'hui, donc on va pas Ouais. te retenir plus longtemps. En tout cas, on te remercie infiniment de nous avoir accordé ton temps. C'était vraiment passionnant, belle opportunité de te connaître encore un peu mieux. Et Ouais. puis, bah, j'espère qu'on aura d'autres opportunités de te recevoir pour discuter du développement de Robin des Fermes et de tes autres projets. Et En tout du cas. coup, on rappelle à nos auditeurs, Robin des Fermes, c'est robindesfermes.ch, Exactement, ouais. le site qui vous permettra de trouver des produits des producteurs locaux. Trop cool. Bah, je voulais vous remercier aussi pour l'accueil. J'ai passé un super moment aussi avant. Je pense que vous voudriez vous auto-interviewer pour raconter aussi un petit peu vos histoires parce que voilà, vous mettez souvent dans la position des gens qui posent des questions, mais je pense que vous avez des belles choses aussi à raconter. Donc, ça peut être un bon délire de vous auto-interviewer sur un prochain podcast. On fera Avec un grand épisode plaisir. méta. Ouais, Exactement. Merci beaucoup, exactement. Robin. C'est cool. Allez, à bientôt, hein. Merci.